Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 14 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, des hackers iraniens du groupe APT34 exploitent une vulnérabilité Windows liée à la CVE 2024 30088 pour élever leurs privilèges et cibler des infrastructures critiques dans la région du Golfe. Ensuite, nous discuterons de la sécurisation des systèmes Linux avec l'authentification à 2 facteurs d'EFA. Pourquoi est-ce devenu indispensable ? Nous verrons ensuite comment durcir vos serveurs et postes de travail Linux. C'est extrêmement simple, c'est vraiment du bonheur. Nous nous pencherons ensuite sur les dernières activités d'Awaken Lico, ce groupe qui cible désormais des agences russes via l'outil Mesh Central. Nous analyserons leur mode opératoire et leurs vulnérabilités qu'ils exploitent. Enfin, je reviendrai sur les recommandations cruciales de la CISA et du FBI face aux cyberactivités soutenues par l'Iran, avec des conseils pratiques pour protéger les entreprises américaines. Le 8 octobre 2024, la CISA et le FBI ont publié un avertissement important concernant les cyberactivités soutenues par l'Iran, plus précisément par le Corps des gardiens de la révolution islamique, connu sous le nom de IRGC. Ces acteurs malveillants, via des techniques d'ingénierie sociale par email et sur des applications de chat, cherchent à semer la discorde et à miner la confiance dans les institutions américaines. Leurs cibles principales sont les comptes personnels et professionnels d'Américains, notamment ceux associés à des organisations politiques nationales ou à des individus travaillant sur des sujets liés à l'Iran et au Moyen-Orient. La fiche technique, publiée par la CISA et le FBI, propose plusieurs recommandations pour contrer ces attaques, comme le maintien des systèmes et applications à jour, la formation des employés, ainsi que leur sensibilisation à n'utiliser que des comptes officiels pour des raisons professionnelles, et l'implémentation d'une authentification multifactorielle résistante au phishing. Selon Jeff Green, directeur exécutif adjoint de la CISA pour la cybersécurité, les cyberacteurs de l'IRGC représentent un risque croissant. Il exhorte donc tous ceux liés à des organisations américaines à prendre des mesures de protection énoncées dans ce rapport conjoint. Je vous mets dans la description de l'épisode la page dédiée de l'agence américaine concernant les menaces liées aux APT associées à l'Iran. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir pas mal d'informations, de recommandations, mais comme vous pouvez le constater, on revient à chaque fois sur la même chose. On maintient à jour ces systèmes, on utilise de la 2FA et on sensibilise les collaborateurs. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça. On a l'impression de faire de la répétition, mais c'est avec ce crantage de procédure qu'on arrive à évacuer ce type de menaces. Continuons notre veille sur les menaces étatiques associées à l'Iran. APT34, groupe de cyberespionnage iranien, actif depuis au moins 2014, également connu sous le nom de Allring ou Helix Kitten, est un groupe qui opère principalement dans le Moyen-Orient, ciblant les secteurs des infrastructures critiques, les gouvernements opposés à la politique iranienne et le secteur de la défense avec un intérêt marqué dans le domaine de l'énergie et des télécommunications. On en avait déjà parlé au début du mois, mais APT34 s'appuie sur une approche vraiment modulaire qui combine les attaques de spear phishing et à l'exploitation de vulnérabilités connues pour s'introduire dans les systèmes de ces cibles. Parmi les vulnérabilités récemment exploitées figure la CVE 2024 30088, une faille d'élévation de privilèges dans Windows, permettant aux attaquants de s'octroyer des accès au niveau système, leur offrant un contrôle total sur les machines compromises. Ce groupe est particulièrement habile dans l'utilisation des serveurs Microsoft Exchange comme pivot pour ses attaques. Il exploite des outils spécifiques tels que la backdoor Stealhawk, conçue pour exfiltrer des identifiants et des données sensibles. En outre, il utilise des solutions comme Ngrok pour établir des tunnels de communication sécurisés, rendant la détection des activités malveillantes plus complexe. Ce que l'on retient, c'est qu'APT34 est toujours actif, c'est un acteur qui a su s'adapter, et il est capable rapidement de mettre en œuvre de nouveaux outils via des nouvelles vulnérabilités. Sa maîtrise des technologies modernes, notamment sur les serveurs Exchange et les vulnérabilités Windows, en font une menace persistante et difficile à contrer pour les infrastructures critiques dans la région du Golfe. Le groupe continue d'évoluer, intégrant des méthodes et de persistance avancées de nouvelles tactiques d'exfiltration, ce qui en fait un adversaire redoutable sur la scène cybermondiale. Personnellement, j'ai douté un peu avant de remettre cet article, parce qu'on en avait parlé au début du mois. Il y a quelques compléments. On voit qu'ils ont rajouté dans leur arsenal numérique des nouvelles vulnérabilités. Donc ce sont des groupes qui vivent. C'est pas parce qu'ils vont utiliser une première vulnérabilité qu'ils vont s'arrêter à cette vulnérabilité à lire. 6 Security reprend un article sur Awaken Lico, également connu sous le nom de Core Werewolf ou Pseudo Garmaredon, qui cible les agences gouvernementales russes. Depuis juin 2024,
le groupe a abandonné Ultra VNC pour utiliser l'agent légitime de Mesh Central dans ses attaques, exploitant des outils de contrôle à distance pour prendre le contrôle des systèmes compromis. Au mois d'août, vous voyez, quand on fait de la veille tous les jours et qu'on regarde, qu'on écoute Radio Cessort, si vous avez écouté, on avait déjà parlé de ce groupe, ils ont continué, ils n'ont pas été arrêtés. Ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on les identifie, c'est pas parce qu'on connaît leur mode opératoire que ça va tout stopper, pas du tout. Ce sont des groupes qui n'hésitent pas à faire du bruit, ils savent qu'ils ont été détectés, et ils vont s'adapter par rapport aux détections qui sont connues officiellement via les sources OSINT, donc les sources ouvertes. Leurs attaques reposent principalement sur des campagnes de spear phishing, tiens, ça nous rappelle notre groupe iranien, utilisant des exécutables déguisés en fichiers Word ou PDF. Lorsqu'un utilisateur ouvre ces fichiers, il déclenche l'installation du logiciel Mesh Agent, permettant aux attaquants de prendre la main sur la machine. Cette persistance est assurée via la création de tâches planifiées qui réactivent Mesh Agent à chaque démarrage du système, garantissant un accès à long terme pour les cybercriminels. On est toujours sur des choses assez classiques. On part d'un spear phishing, on installe une charge malveillante, on l'envoie ça à travers un document Office ou un PDF, et Awak Lyco trouve des cibles principalement à partir des contrats gouvernementaux et des entreprises industrielles localisées en Russie qui sont mis en avant, en particulier celles opérant dans les secteurs de la défense et des infrastructures critiques. Kaspersky a relevé que ces attaques s'inscrivaient dans la continuité des cyberattaques du groupe qui remontent à 2021, avec des incidents notables touchant des bases militaires et des instituts de recherche russes. En migrant vers Mesh Central, Awak Lyco montre une capacité de mutation et une sophistication accrue dans ses techniques de compromission, rendant ces attaques plus difficiles à détecter et à neutraliser. Alors ce groupe représente une menace importante pour les infrastructures stratégiques russes. Aujourd'hui on se dit, tiens, c'est chez les Russes. Mais demain ça sera sur une autre puissance, entre guillemets, étatique, et ça elle peut être aussi bien la France que l'Allemagne, que la Pologne. Parce qu'on ne connaît pas les motivations réelles de ce groupe d'attaquants. À lire, intéressant. Nous abordons une question essentielle pour la cybersécurité des entreprises, ainsi que même pour les particuliers. C'est l'importance de choisir le bon type d'authentification multifacteur, le fameux MFA. Bien que le MFA soit crucial pour protéger les comptes contre les attaques courantes, tous les types de MFA ne sont pas égaux, surtout face aux attaques par phishing. Selon les récentes recommandations mises à jour du NCSC, certaines formes de MFA peuvent être vulnérables à des techniques de manipulation sociale évoluées. Ces attaques ont augmenté ces dernières années, y compris dans les cas récents impliquant des entreprises comme Ticketmaster ou Santander. Pour rappel, Santander, c'est une des plus grandes banques hispaniques. Le NCSC encourage donc l'utilisation d'une MFA résistante au phishing, en particulier pour les services en ligne liés aux données sensibles. Le nouveau guide, publié par le NCSC, met en avant les points forts et les faiblesses des différentes méthodes d'implémentation de MFA, en offrant des solutions adaptées à des environnements de travail diversifiés, tout en minimisant les frictions pour les utilisateurs. Il est également essentiel de comprendre et d'éviter les pièges liés à l'utilisation de MFA mal implémentés, qui peut affaiblir la posture de sécurité de l'entreprise. Il faut savoir qu'à l'avenir, l'authentification restera une cible privilégiée des cyberattaques. C'est pourquoi le NCSC recommande aux entreprises d'adopter des systèmes de single sign-on sécurisés, de mettre en place une architecture zéro trust pour renforcer leur résilience. Le document est intéressant à lire. Alors pour finir, Linux Magazine a publié un article sur l'authentification à deux facteurs ou 2FA pour Linux. À une époque où les cybermenaces sont de plus en plus sophistiquées, la sécurisation des données sensibles et des serveurs critiques est primordiale. On est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. Alors, pour rappel, c'est quoi le 2FA ? En termes simples, il s'agit d'un processus où l'utilisateur doit fournir deux éléments différents pour prouver son identité. Contrairement à l'authentification classique basée uniquement sur un mot de passe, le 2FA combine quelque chose comme l'utilisateur connaît comme un mot de passe et un code, via soit un smartphone ou un jeton matériel. Cela rend l'accès non autorisé beaucoup plus difficile, même si un mot de passe venait à être compromis. Il faut vraiment se rendre compte que pour lutter contre la cybercriminalité, plus ça va être compliqué pour l'attaquant de monter sur vos systèmes, et plus il va lâcher l'affaire. Il va pas insister. Après, des attaquants asiatiques, c'est un autre débat, mais pour de la cybercrime, vous voulez être protégé, mettez des remparts. Il va les passer un par un, c'est une question de temps. Mais par rapport à l'effort et la somme qu'il va vouloir récupérer ou l'information, ça va être vraiment pour vous une sécurité. Alors, pourquoi est-ce crucial pour Linux ? Les systèmes Linux sont souvent utilisés dans des environnements critiques, serveurs web, serveurs de base de données, serveurs d'infrastructure. Ça en fait une cible privilégiée pour les cyberattaques. Mettre en place le 2FA permet de réduire, mais vraiment drastiquement, le risque d'accès non autorisé. Un serveur Linux
où vous avez des mots de passe qui ont déjà leaké, etc. On va beau dire ce qu'on veut, mais c'est comme ça que ça marche au départ. Ou ce sont des mots de passe simples qui ne correspondent pas à certains critères de durcissement. Vous allez vraiment rendre très complexe la compromission de celui-ci. Alors comment ça fonctionne concrètement? On va prendre un exemple assez simple. Lors de la connexion à un serveur Linux, vous entrez d'abord votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, jusque-là, rien de nouveau. Mais avec le 2FA, avant d'obtenir l'accès, le système vous demandera de fournir un second facteur. Cela peut être un code généré par une application comme Google Authenticator, mais là vous allez devenir accro à votre téléphone, ou un jeton matériel, ce qu'on appelle une YubiKey. Ce n'est qu'après avoir fourni ces deux éléments que l'accès vous est accordé. Alors, on a parlé des jetons matériels, les YubiKey, ça fonctionne pas mal, mais ça vous demande d'avoir des clés physiques avec vous. Les applications mobiles telles que Google Authenticator ou Entaille qui génèrent des codes temporaires que vous devez saisir lors de la connexion. Et puis il y a la biométrie, comme les empreintes digitales, qui peut également être utilisée pour les systèmes compatibles. Alors moi je vais revenir sur la biométrie. Ayant fait beaucoup de travaux pendant le week-end et ayant travaillé avec de la chaux, mes empreintes avaient disparu. Et donc tous mes systèmes biométriques qui s'appuyaient sur mes empreintes digitales, et j'avais pris évidemment mes deux mains, j'avais fait des différents doigts pour faire de la résilience, etc. Et quand vous cramez le bout des doigts avec de la chaux, le lundi, vous pouvez pas vous connecter. Donc c'est un bon plan, mais il faut faire attention. La mise en place sur les systèmes Linux, elle est hyper simple. De ce côté-là, faites un essai au début sur une VM ou une machine de test. On prend deux modules, on fait un app. Alors je vais prendre le cas sur une Ubuntu ou une Debian-like. Vous faites apt-get install lib pam Google Authenticator et vous modifiez le fichier etc.pam.d sshd. Voilà, c'est aussi simple que ça. La sécurité, évidemment, ne s'arrête pas à la simple mise en place du 2FA. Il est important de sécuriser également vos méthodes de second facteur. Si c'est une clé YubiKey est perdue ou si votre téléphone est volé, cela peut compromettre vraiment votre système. Assurez-vous d'avoir dans vos coffres-forts numériques les codes de récupération. Je ne le répéterai jamais assez. On peut avoir une inondation, vous pouvez perdre votre mobile, votre clé. Vous pouvez aussi ne pas vous souvenir où vous l'avez mis. Je vous parle par expérience, c'est des choses qui arrivent et généralement, on a besoin de cette clé et suivant la sensibilité de vos serveurs, je vous recommande fortement d'utiliser des clés différentes. Par exemple, si vous avez des serveurs sensibles ou des informations que vous ne souhaitez vraiment pas voir exfiltrées, la clé, cette deuxième clé, elle n'est pas chez l'administrateur système, elle est dans un coffre physique et il doit noter, etc. Il y a plein de petites choses à faire. C'est assez sympa. Je pense que je ferai un guide des bonnes pratiques, mais en mode pas podcast. Je le ferai plutôt dans un billet sous LinkedIn ou sur le blog, pour vous permettre d'avoir les bonnes pratiques là-dessus. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 14 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est 7h05 du matin, je suis grave à la bourre. J'ai passé beaucoup de temps sur la veille ce matin pour trouver des articles intéressants. On est en sortie de week-end, il n'y a pas grand-chose. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Ne soyez pas timide, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode avec toutes les vulnes qui vont arriver aujourd'hui. Mais il y a quand même une conclusion qu'on doit avoir, c'est que quand vous écoutez régulièrement Radio Cesseur, tous les podcasts de cybersécurité, on est quand même toujours sur les mêmes vecteurs d'attaque. Il n'y a pas de grandes nouveautés. De temps en temps, on voit des trucs un peu, ce que j'appelle intergalactiques. Mais on est quand même sur des bases assez simples. Du spear phishing, du malware, de la prise de contrôle de poste, exploitation de vulnérabilité. Alors que si on prend la peine de faire l'effort juste de tenir à jour ces systèmes, on se retire un sacré paquet de problèmes. Je dirais même, si je devrais être un petit peu plus outrancier, vous vous retirez plein d'emmerdes, en fin de compte. Votre système est à jour, il est exposé, vous faites le bon filtrage, vous avez une 2FA au niveau de votre authentification. Oui, vous pouvez vous faire compromettre, mais ça va vraiment être pénible, Bon, c'est la fin, c'est le lundi matin, on y croit, on est positif et optimiste. Je vous souhaite à tous une très belle journée, profitez. Normalement, il devrait un peu moins pleuvoir.